Alors, on va passer à la première partie de ce forum. Sommes-nous dans un régime dictatorial avec Macron? C'est ce que nous allons découvrir dans cette première partie de l'après-midi. Et pour commencer, je vous demande d'accueillir un membre éminent de la Fondation Polémia. Il est énarque, c'est aussi un essayiste que vous connaissez bien, Michel Geoffroy. Et alors, pour introduire ce colloque, eh bien, il vient nous parler de la dictature de la superclasse mondiale contre les peuples et comment le monde est dirigé non pas par ses gouvernements, mais bien par les marchés et les banques. C'est à vous, Michel Geoffroy. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous m'entendez, que je sais bien régler ce micro. Bien alors, le forum d'aujourd'hui porte sur la démocratie, malgré son titre. Vivons-nous en effet en démocratie, en France, ou vivons-nous sous une dictature qui ne dit pas son nom? C'est ça la question de ce forum. Alors le mot dictature, aujourd'hui, peut choquer, parce qu'il ne cadre pas avec l'idée qu'on se fait de notre pays, en particulier vu de l'étranger. Et aussi parce que jusqu'à présent, on ne fusille pas en France les opposants, même si on leur tire déjà dessus des coups de LBD, même si on programme déjà leur mort médiatique et souvent leur persécution judiciaire. Mais justement, c'est ça qui doit sans doute nous interpeller. Une dictature molle, un moulag, n'est-elle pas finalement plus insidieuse et finalement plus efficace qu'une dictature violente? C'est la question qu'il faut se poser, qu'on va aborder lors de ce colloque. Alors, poser la question de la dictature, je dirais, c'est déjà y répondre implicitement, parce que si l'Europe a inventé la démocratie, aujourd'hui, elle s'enfonce, à l'évidence, dans un despotisme d'un nouveau genre. Et il faut se demander pourquoi. Alors, le despotisme, je dirais, s'installe à l'Ouest pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les gouvernements, aujourd'hui, impose la politique non pas voulue par les électeurs, mais décidée par la superclasse mondiale via notamment l'Union européenne. Ce qui aboutit à vider de son sens la démocratie représentative. Ça aboutit aussi à transformer l'État en système répressif au service de certains intérêts et de certaines minorités, et non plus en garant du bien commun. Car il ne peut pas y avoir de démocratie viable quand le vrai pouvoir n'est pas exercé par les gouvernants, mais par les dirigeants des grandes entreprises mondiales ou les dirigeants des grandes banques. Vous avez fait du peuple un ennemi d'État. C'est ce qu'accusait Frédéric Lordon, le philosophe, dans sa lettre ouverte à Emmanuel Macron en mars dernier, à propos de la répression du mouvement des Gilets jaunes, répression sans précédent dans notre pays depuis la guerre d'Algérie. À l'Ouest, en effet, le peuple devient un ennemi d'État, en particulier parce que le néolibéralisme mondialiste contredit de plus en plus la démocratie. C'est ce qu'a montré il y a un certain temps déjà l'essayiste canadienne Naomi Klein dans un livre célèbre qui s'appelle « La stratégie du choc », qui montrait comment les théoriciens néolibéraux finalement débouchaient sur une logique de dictature parce qu'on ne peut pas imposer les recettes néolibérales à une population spontanément parce que la population se rend bien compte qu'elle va perdre beaucoup dans ce système. Et donc, c'est ce qui s'est passé au Chili, c'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, c'est ce qui s'est passé en Grèce, et c'est ce qui se passe déjà dans notre pays, où la déconstruction du droit social a une forte odeur de gaz lacrymogène. À l'Ouest, toutes les oligarchies gouvernementales disent la même chose, silence le peuple. Le despotisme s'installe aussi à l'Ouest parce que nos sociétés sont devenues des sociétés multiculturelles par suite de l'immigration de peuplement. Or, les sociétés multiculturelles ne peuvent pas rester démocratiques parce qu'il n'y a pas de démocratie sans démos, sans peuple. Or, il n'y a pas de peuple possible quand on ne partage pas les mêmes traditions, la même langue et la même identité. Donc, c'est pour ça que les gouvernements aujourd'hui occidentaux sont de plus en plus des xénocraties et de moins en moins des démocraties. Des xénocraties, c'est-à-dire qu'ils donnent la priorité aux autres sur les nôtres. Et de fait, ils professent une véritable haine d'État contre leur propre
population, et notamment contre ceux qui veulent rester eux-mêmes et qui ne veulent pas être remplacés. Nous ne sommes pas dans le même camp, rétorque significativement le préfet de police de Paris à une militante en gilet jaune. Expression redoutable. Alors revenons au titre du forum, une interrogation sur la dictature en France. Pourquoi le cas de la France apparaît paroxystique par rapport à l'évolution de beaucoup de pays occidentaux? Je dirais pour 3 raisons principales. D'abord, les institutions de la Ve République aujourd'hui se retournent désormais contre le peuple français. Alors, nos institutions, rappelons-le, se caractérisent par un exécutif exacerbé, hypertrophié, qui est né, je le rappelle, dans le contexte tout à fait particulier de la guerre d'Algérie. Mais dans l'esprit du fondateur de la Ve République, et au moins dans la pratique constitutionnelle, au moins jusqu'à François Mitterrand, cet exécutif hypertrophié était contrebalancé par la légitimité du président de la République et par le recours au référendum, c'est-à-dire le recours à l'arbitrage populaire, à la décision populaire. Emmanuel Macron, en 2017, a hérité de ces institutions, mais hélas, sans le garde-fou de la légitimité populaire. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron est un président peu populaire, pour ne pas dire plus, car il doit avant tout son élection, non pas à un vaste mouvement d'opinion, mais à une manipulation médiatique et judiciaire qui l'a placé sur orbite et qui a éliminé son concurrent. Je rappelle quand même quelques chiffres. Au premier tour des élections de 2017, il n'a rassemblé que 18% des inscrits. C'est-à-dire un score qui n'a été battu que par Chirac en 2002, qui était le score le plus calamiteux de la Ve République. Et rappelons aussi que La République En Marche n'a été élue au premier tour des législatives qu'avec 13,4% des électeurs inscrits. Et tous les sondages, vous le savez, montrent que globalement, pour faire court, 2 Français sur 3 sont en général en désaccord avec la politique du gouvernement et la politique conduite par Emmanuel Macron. D'ailleurs, vous le voyez bien, de plus en plus, le président de la République ne peut plus se déplacer nulle part sans que les préfets ne parquent la population loin du cortège présidentiel et interdisent toute manifestation. Quand même un signe. Et comme cela fait 14 ans qu'il n'y a pas eu de référendum en France, eh bien ça veut dire que nous sommes dans un système où l'hypertrophie du pouvoir exécutif peut se développer très, très largement. C'est ce que disait la députée Agnès Thill, qui a été exclue de La République En Marche, vous le savez, au mois de juin dernier, et qui a une formule choc qui dit « Finalement, nous avons un parti unique, une pensée unique, et ils font ce qu'ils veulent ». Alors cette dérive institutionnelle est d'autant plus importante qu'aujourd'hui en France, tous les contre-pouvoirs ont disparu. Médias, cultureux, syndicats, associations, ONG, justice, partis, tous aujourd'hui sont devenus des rouages du pouvoir, car ils obéissent à la même idéologie, l'idéologie libérale, libertaire et mondialiste ou cosmopolite. Et ils militent tous pour le même projet. Ce n'est en réalité que contre les opposants au système que ces pouvoirs deviennent des contre-pouvoirs, comme le montre par exemple l'exercice de la police ou de la justice, ou par un curieux hasard, de Fillon à Mélenchon, en passant par les Gilets jaunes, Le Pen, Renaud Camus ou Éric Zemmour, ces institutions s'activent surtout contre les opposants à la Macronie. Par contre, quand il s'agit d'instruire des plaintes contre les hommes du système, du pouvoir, de sévir contre les incendiaires de banlieue ou contre les rappeurs qui appellent à pendre les Blancs et à niquer la France, ben alors là, la justice, curieusement, est nettement moins rapide, moins efficace. D'ailleurs, nos concitoyens ne s'y trompent pas, puisque vous avez dû voir le dernier sondage de l'IFOP dans l'Express. Une majorité de Français considèrent aujourd'hui que la justice n'est pas indépendante du pouvoir. Enfin, troisième singularité française, aujourd'hui, l'exécutif s'appuie sur un appareil de propagande et de censure qui n'a pas de précédent dans notre histoire, et en tout cas, pas de précédent en Europe. Et un appareil qui ne cesse de se renforcer. Or, il ne peut pas y avoir de démocratie sans libre débat, donc sans liberté d'expression et donc sans libre information, sans libre circulation de l'information. Alors bien sûr, tout n'est pas imputable à Emmanuel Macron et
les lois liberticides beaucoup de lois liberticides sont très antérieures à 2017. Mais force est de constater que Emmanuel Macron n'a pas ralenti le mouvement, et au contraire, il a eu plutôt tendance à l'accélérer, en particulier en s'attaquant fortement à Internet et les réseaux sociaux, c'est-à-dire un des derniers espaces de liberté de nos jours et un véritable contre-pouvoir. En 24 mois de présidence, il a quand même fait beaucoup. Je rappelle quand même très rapidement la transposition dans le droit commun des mesures de l'état d'urgence, qui signifie que les pouvoirs les pouvoirs de police sont développés désormais. Bon, le 1er août 2018, la promulgation d'une loi réprimant les outrages sexistes. Enfin, c'est quand même la France qui est le premier pays à le faire aujourd'hui en Europe. Le vote... Le 22 décembre 2018, bien sûr, de la loi sur les fake news, qui donne quand même le pouvoir à un juge unique de décider si une information est valide ou pas. Extraordinaire. Une nouvelle loi anti-casseurs qui limite le droit de manifester. La modification au mois de mai du règlement de l'Assemblée nationale qui réduit le temps de parole de l'opposition. Et puis, bien sûr, en juillet dernier, en première lecture, le vote de la loi Avia et la création d'un observatoire de la haine en ligne. Alors, c'est d'ailleurs pas fini, puisque nous avons déjà appris que le ministre de la Justice caressait l'idée de sortir de la loi de 1981 sur la liberté de la presse l'injure et la diffamation, ce qui permettrait donc de réduire encore la protection apportée par la liberté de la presse. Et aussi, certains ont même évoqué l'idée de créer un ordre des journalistes qui permettrait d'accréditer les bons journalistes, bien sûr, pas les journalistes mal pensants. Désolé. Alors... Revenons sur l'affiche parodique. Alors non, là, c'est pas l'image de gauche qu'il faut regarder, c'est l'image de droite. L'affiche était parlante. On y voyait le grand conducteur, et puis on y voyait les gardes rouges. C'est parlant parce qu'aujourd'hui, le moulag contemporain ne résulte pas uniquement de l'action de l'exécutif, car celui-ci, comme il est un peu libéral, il a une certaine tendance à privatiser, en quelque sorte, sa fonction répressive. La loi Avia, vous le savez, quand elle sera votée, je pense qu'elle sera votée, puisque de toute façon, là, dans notre système, l'Assemblée nationale peut avoir le dernier mot, confiera à des opérateurs privés l'obligation de censurer. Grande révolution, puisque jusqu'à présent, la censure de la liberté d'expression était de la compétence du juge. Malgré tout ce qu'on peut dire sur la justice, il y avait quand même des voies de recours. Vis-à-vis des grands opérateurs, vis-à-vis de Facebook, vis-à-vis de tout, il n'y a aucune voie de recours. Nous vivons de fait aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des gardes rouges, au temps du totalitarisme participatif, pour reprendre l'expression ironique de Martin Pelletier, dans son dernier ouvrage, La Révolution arc-en-ciel en marche, que je vous conseille de lire parce qu'il est très intéressant. Qu'est-ce que c'est que le totalitarisme participatif ? Eh bien, ce sont ces milliers de Little Sisters et de Little Brothers, ces milliers de petits gardes rouges qui, chaque jour, épient, condamnent, censurent et dénoncent leurs concitoyens. Ce sont par exemple les groupuscules communautaristes, LGBT, antispécistes ou gauchistes, qui imposent aujourd'hui un véritable climat d'intimidation et de terreur intellectuelle dans les médias, dans l'université ou dans les organismes de recherche. Ce sont ces féministes qui organisent la chasse à l'homme sans aucun respect des droits de la défense. Ce sont ces entreprises qui multiplient les sanctions à l'égard de leurs salariés dissidents. Ce sont ces collègues qui dénoncent les collègues. Ce sont les GAFA, les sites de cagnotte en ligne qui censurent à tout va. Ce sont les journalistes qui réclament la censure d'Éric Zemmour. Ce sont ceux qui font campagne auprès des annonceurs publicitaires pour qu'ils coupent les financements aux médias qui donnent la parole aux dissidents. Ce sont ces internautes, nouveaux indicateurs de la Stasi, qui dénoncent les contenus politiquement incorrects sur le web. Ce sont bien sûr les associations islamistes qui harcèlent judiciairement ceux qui dénoncent leur emprise. Et ce sont les milices d'extrême gauche qui cassent systématiquement les manifestations hostiles au pouvoir. Ce totalitarisme participatif correspond à la société de vigilance qu'Emmanuel Macron, rappelez-vous, appelle ouvertement de ses voeux, certes pour lutter contre l'islamisme, mais ayons confiance. C'est un totalitarisme où tout le monde est épié, espionné, surveillé, non seulement par l'État, comme l'ont montré les lanceurs d'alerte à leur risque et péril, mais surtout par l'armée de tous ces nouveaux gardes rouges qui imposent
une nouvelle dictature et, je dirais, surtout un nouveau puritanisme politiquement correct. Et dans cet univers, l'État n'est souvent là, tel Ponce Pilate, que pour donner le coup de grâce judiciaire aux victimes de ce nouveau lynchage. De proche en proche, c'est la possibilité même de débattre politiquement que l'on veut étouffer, pour le grand profit d'un pouvoir qui fait semblant de ne rien voir en continuant de pérorer sur la liberté et les valeurs de la République. Emmanuel Macron n'a pas hésité devant la presse américaine à déclarer « En France, nous avons une presse libre, une circulation libre, des réseaux sociaux libres, tout peut être dit. » Bon. Alors, de deux choses l'une, ou bien il vit sur une autre planète, ou il est cynique, ou plus probablement d'ailleurs, c'est les deux à la fois. Alors oui, je terminerai par là, oui, je pense que la France marche vers une dictature molle, un moulag d'un nouveau genre, où chaque jour nos libertés se réduisent pour les motifs les plus divers. Alors cela étant, gardons-nous d'un pessimisme sidérant. C'est aussi le sens du forum d'aujourd'hui et notamment de la seconde partie de ce forum. Ce moulag, il ne faut pas l'oublier, c'est d'abord aujourd'hui une dictature de l'impuissance et de plus en plus une dictature du minuscule et du ridicule. Comme le dit si bien Emmanuel Todt, dans l'Union européenne et l'euro, le pouvoir de Macron est fictif. Son seul pouvoir est de taper sur les Français. Alors surtout de taper sur les Français qui protestent contre la destruction programmée de leur droit à la continuité historique. Mais hélas, taper ne suffit pas à masquer l'échec de 2 ans et demi de plein pouvoir déjà d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, la France est en tête dans l'OCDE, vous le savez, mais pour le poids des impôts. Le ministre de l'Intérieur vient de nous dire qu'elle était en tête au sein de l'Union européenne pour l'accueil des demandeurs d'asile. Pour le reste, rien n'a vraiment changé, sinon en pire. Désindustrialisation, insécurité, pauvreté, déficit, déliquescence des services publics. Il ne faut donc pas s'étonner si aujourd'hui, les sondages montrent qu'une infime minorité de Français perçoivent une dynamique d'amélioration. 9% d'après le dernier sondage ELAB. Le moulag, aujourd'hui, incarne donc une forme particulière, fragile de dictature, la dictature impopulaire, qui ne tient que par la police et la propagande. N'oublions pas enfin que le moulag n'est pas seulement imputable à un homme ou une oligarchie. Nos concitoyens, nous avons aussi notre part de responsabilité, car nos concitoyens ont acquiescé à tout. Charles X est tombé, vous le savez, à cause des ordonnances sur la presse. Mais aujourd'hui, aucune révolte ne vient sanctionner en France les atteintes croissantes aux libertés. Alors, bien sûr, il y a eu la révolte des Gilets jaunes, mais vous le savez, la révolte des Gilets jaunes avait avant tout une connotation économique et fiscale, et pas vraiment sur le thème des libertés. Il ne faut pas non plus en exagérer la portée, malheureusement. Rappelons-vous, au plus fort du mouvement, 5% de la population était dans la rue. 5%. Mais où étaient les autres? Dans un autre registre, d'ailleurs, que font aujourd'hui les catholiques français devant le millier d'actes anticatholiques et de profanation antichrétienne que la France a connu en 2018, et l'année 2019 promet d'être pire encore? Imagine-t-on que les musulmans resteraient sans voix si on avait recensé 1000 actes anti-musulmans en France? Le moulag doit donc conduire chacun de nous à un salutaire examen de conscience. Car face au système, il n'y a pas de petite capitulation, il n'est pas non plus de petite résistance. Et pour terminer, je voudrais rappeler l'avertissement bien célèbre de saint Augustin, écrit au 5e siècle. « À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. » Alors, réveillons-nous. Merci de votre attention.